Bonjour à tous, bienvenue dans cette Office Hour dédiée au sujet de la cybersécurité. On est aujourd'hui avec Olivier Pantaléo de Allemande et Christophe Madec de BC. L'idée étant de ce webinaire, l'objectif de ce webinaire, c'était plutôt de parler cybersécurité, de faire un petit bilan de ce qui s'était passé pendant la crise Covid avec cette transformation digitale forcée d'un certain nombre d'acteurs. On est plutôt content que la transformation digitale ait été opérée. En revanche, il y a quelques points d'attention qui ont été portés à notre connaissance. Donc, on va revenir là-dessus avec nos deux invités. Et ensuite, on va voir quelles sont les bonnes pratiques de manière générale, technologique et en matière d'assurance que vous pouvez essayer de mettre en place pour vous protéger et protéger vos équipements, vos data, vos salariés et vos fournisseurs et enfin vos sous-traitants. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à... Attendez, juste avant que je vous donne la parole, Olivier et Christophe, je tiens à rappeler quelques règles pour cet Office Hour. Vos questions, je vous invite à les poser dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat. Comme ça permet de remonter les questions au fur et à mesure. Et voilà, la seule règle qui était à faire et à vous rappeler. Donc, Olivier, est-ce que tu veux bien te présenter très rapidement Allemande et ce que tu fais chez Allemande? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc Olivier Pantaléo, je suis le dirigeant d'Allemande, enfin un des dirigeants d'Allemande, et en charge de toutes les activités cybersécurité. Allemande, c'est une structure d'environ 150 collaborateurs. On intervient sur différents sujets, sur la cyber, mais aussi sur l'infrastructure. Et sur la cyber, on a différents agréments. On est certificateur, on est certifié ANSI, donc on a la certification PASI. On est aussi certificateur sur des référentiels qui s'appellent PCI DSS, qui visent à la protection des données cartes bancaires. On fait de l'accompagnement sur la compliance, la conformité de manière générale. Et l'objectif, notre enjeu, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place d'une stratégie de cybersécurité qui soit adaptée à la fois à leur environnement, à leur contexte, à leurs objectifs et bien évidemment à leur budget. Et donc par rapport à ça, ça se décline sur cinq activités. Une activité qu'on appelle offensive avec environ 25 hackers éthiques dont le job est de faire du crash test et donc de mettre nos clients en situation, donc d'utiliser les techniques et les méthodes d'attaque des cybercriminels pour préparer les clients, les entreprises et éviter qu'elles se retrouvent confrontées à ce type de situation. Il y a aussi bien évidemment toute la partie infrastructure, donc en gros déclinée d'un point de vue opérationnel, une stratégie de sécurité. On retrouve aussi la conformité avec la mise en conformité sur différents référentiels de sécurité, donc par exemple le RGPD, et aussi on est centre de réponse sur incident et on a un centre de sécurité opérationnelle, ce qui nous permet aussi d'avoir des informations et des données statistiques, et d'autant plus depuis la mise en confinement des entreprises de manière massive, à savoir le 16 mars 2020. Voilà. À mon tour. Bonjour, Christophe Madec, chargé de clientèle chez BC. Alors BC, c'est un courtier en assurance, mais on se définit plutôt comme un conseil. Je m'occupe particulièrement d'assurance cyber, d'assurance fraude, de tout ce qu'on appelle les lignes financières, avec une démarche qui est particulière, c'est l'identification, une claire identification des risques, et ensuite effectivement de voir comment on peut traiter ces risques au mieux et les transférer vers le marché de l'assurance. Et c'est une démarche que l'on fait sur tout type de risque, et en particulier sur le risque cyber depuis 5 ans, voilà, pour un risque qui prend une dimension un petit peu particulière dans un marché d'assurance qui est, j'allais dire, très jeune, hein, comparé au risque incendie. Donc, nous accompagnons nos clients dans leur réflexion sur l'identification de ces risques-là et encore une fois, sur le transfert à l'assurance dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup. Du coup, écoutez, je vous propose de commencer avec un premier panorama des attaques pendant les crises que nous traversons. Je vous en prie. Alors, dans le cadre de la planche qui vous est présentée, l'objectif, c'est de vous donner un panorama
de la situation. Alors, ce panorama n'est pas spécifique forcément à la situation que l'on rencontre, que les entreprises rencontrent avec le Covid-19. C'est un panorama qui s'accentue avec cette crise. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que face à nous, on a des attaquants, des cybercriminels qui sont de plus en plus efficaces, qui sont organisés, qui sont perfectionnistes, donc qui sont en capacité de se réinventer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc tous les cyberattaquants ou tous les cybercriminels ont compris depuis de nombreuses années que sur Internet, il y avait énormément d'argent à faire, avec typiquement potentiellement moins de risques. Donc, c'est plus simple quand on travaille dans différents pays, sur différents continents, et qu'on a des très bonnes écoles d'ingénieurs, d'aller recruter des jeunes ingénieurs férus de technologie et de hacking, de les mettre derrière des ordinateurs et de leur demander de cibler des entreprises pour essayer de détourner des fonds, de collecter de l'information. Et vis-à-vis de ces jeunes, ils n'ont pas le sentiment de faire du mal. Ils sont pas dans la rue avec une mitraillette ou avec un pistolet. Donc on a du coup face à nous des attaquants qui sont de plus en plus efficaces. Les intérêts sont divers et variés. On peut avoir une motivation financière, on peut avoir une motivation idéologique, on peut avoir une motivation stratégique. Nous, ce qu'on observe, c'est que dans la majorité des cas, on a face à nous des bandes organisées qui ont des motivations financières. Sur des motivations stratégiques, sur de l'espionnage, sur de la récupération d'informations. C'est moins fréquent, même si ça se produit bien évidemment tout de même de manière quand même assez conséquente à l'échelle de la planète. Et en face de tout ça, on a des entreprises qui sont vulnérables, qui ont une forte dépendance des systèmes d'information, enfin qui ont une forte dépendance aux systèmes d'information, et donc et qui de ce fait aussi manquent de préparation face à des attaques ou face à des tentatives d'intrusion. Donc ça, c'est de manière générale. On peut le voir depuis maintenant un certain nombre d'années avec le démarrage en 2017-2018 sur différentes attaques qui ont mis à mal des grands groupes comme par exemple Saint-Gobain ou même des banques. Ceci étant, si on fait un petit état des lieux sur l'année 2019, on se rend compte que rien que sur l'année 2019, on a, enfin l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI a recensé pas moins de 69 incidents. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les incidents de sécurité qui remontent dans la presse ou qui sont qui sont présentés au public ne représentent que 10% de la réalité. Donc, ça n'est que la face visible de l'iceberg. Il y a bien évidemment beaucoup plus d'entreprises qui sont touchées, même si ces entreprises ne sont pas mises dans les médias ou ne remontent pas au niveau public. Donc, si on fait un petit topo sur l'année 2019, on retrouve des grands noms. Donc, tout ça pour montrer aussi que des sociétés comme Altran, des sociétés comme Fleury-Michon, comme Bouygues Construction, ce sont des sociétés qui prennent le sujet de la cybersécurité au sérieux, qui ont des moyens, donc qui investissent pour protéger leur patrimoine informationnel. Et malgré tout, ça n'empêche pas qu'ils peuvent se retrouver dans des situations très délicates et donc avec potentiellement une perte d'exploitation, potentiellement des activités qui sont complètement arrêtées. Et donc voilà, ça démontre que ça peut toucher même ceux qui n'ont pas qui ont des moyens et qui mettent un effort particulier sur la sécurisation de leur système d'information. Ce qu'on observe aussi, c'est que les cyberattaquants, les cybercriminels, pour eux, il n'y a pas de cible plus intéressante que d'autres. Ça touche toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, et ce, quelle que soit leur taille. Et la raison, c'est que sur Internet, tout a une valeur marchande. S'ils arrivent à s'introduire au sein d'une PME, sur des postes de travail, collecter des données type un scan de pièce d'identité, un fichier qui contient des informations avec un compte Netflix, un compte Deezer, tout ça, ça se monnaie sur Internet. Tout ça, ça a une valeur marchande. Et donc, il faut arrêter de penser que les cybercriminels ne s'attaquent qu'à des entreprises qui ont un patrimoine informationnel ou tout au moins qui manipulent des données qui sont dites, qui sont sensibles ou critiques. Très souvent,
ils tombent sur des entreprises sans forcément savoir ce sur quoi ils sont assis. Donc, en termes de patrimoine informationnel. Donc, ça peut toucher vraiment toutes les entreprises. Alors, un constat depuis le 16 mars 2020. 16 mars 2020, notre président, donc Emmanuel Macron, a demandé à l'ensemble des concitoyens d'être confinés et donc de rester à domicile, et donc a demandé à l'ensemble des entreprises de mettre, dans la mesure du possible, leurs collaborateurs en télétravail. Donc nous, on a vu sur un week-end une explosion des entreprises qui ont, dans l'urgence et dans la précipitation, ouvert ou mis en télétravail, non pas une petite partie de leurs collaborateurs, mais dans la mesure du possible, tous leurs collaborateurs. Donc, qu'on soit clair, il n'y a aucune entreprise qui n'était prête pour adresser cet objectif. On parle de plan de reprise d'activité, on parle de plan de continuité d'activité. On est toujours sur des services dégradés. C'est-à-dire qu'on est toujours sur une partie réduite des collaborateurs. Là, pour le coup, il a fallu mettre tout le monde en télétravail. Donc, ça veut dire que en quelques jours, voire même en quelques heures, les entreprises se sont ouvertes sur Internet, dans la précipitation, dans l'urgence. Et donc, forcément, ils se sont exposés davantage à des risques d'intrusion. Et donc, dès le 16 mars, nous, on a vu au niveau de notre centre sur réponse sur incident une explosion des incidents de sécurité. Pourquoi? Parce que toutes les entreprises ont ouvert leur système d'information sur l'extérieur, ils ont mis en place dans l'urgence pour certains des VPN, pour d'autres ils ont ouvert des serveurs ou des postes de travail pour permettre à leurs collaborateurs par rebond d'accéder à leur poste de travail, donc à partir de PC qui sont pour certains qui étaient des PC personnels. Et donc tout ça forcément accroît le risque et expose l'entreprise de manière conséquente. Et donc, pour les pirates, pour les attaquants, c'est une aubaine. Donc, de la même façon, on a vu en quelques jours plus de 4000 sites liés donc au Covid-19, sites Internet, se créer. Et donc, sur ces 4000 sites, on estime à plus de 5% les sites malveillants qui ont été montés à des fins d'hameçonnage, de phishing, pour essayer de faire des intrusions donc, au sein des entreprises. Donc, de la même façon, on a vu des applications mobiles se déployer et donc pour fournir de l'information, communiquer de l'information, je pense typiquement à deux applications, une qui embarquait un cheval de Troie qui s'appelle Emotet, et dès lors que, en gros, vous téléchargiez ou vous accédiez donc à l'application, vous accédiez donc à des gestes barrières, à des mesures de précaution donc pour pouvoir vous sécuriser vis-à-vis du Covid. Et donc à ce moment-là, l'application installait donc un cheval de Troie, donc un code malveillant sur votre téléphone, sur votre ordinateur portable, et donc c'est pour les attaquants un pied dans l'entreprise. Donc tout ça, en fait, on a eu vraiment une croissance et un avènement assez important d'incidents de sécurité liés à tout ça, liés à des faux mails qui pouvaient être adressés de la part d'autorités de santé, donc fraude au président. Donc nous, on a des clients qui ont reçu des mails venant de l'État, plutôt très bien faits, très bien rédigés, avec un numéro de téléphone, et qui demandaient donc à aux entreprises d'être solidaires et donc de verser des fonds, donc une sorte de fonds mutualisé pour aider un secteur d'activité, une entreprise. Et ils faisaient ça sous le couvert de l'État. Donc, tout ça fait que, vis-à-vis des attaquants, vis-à-vis des cybercriminels, ils ont un super terrain de jeu. Et donc, ils profitent de la situation, même si pour eux, ils sont potentiellement aussi confinés. La situation est une aubaine, et donc ça leur permet, à des fins financières, d'aller récupérer des sommes d'argent assez conséquentes. Donc, par rapport à ça, on a beaucoup parlé dans le cadre du Covid de mesures, de gestes barrières. Ces gestes barrières, il faut les appliquer donc à l'informatique, à l'usage de nos applications, à ce nouveau mode de fonctionnement. Donc, du jour au lendemain, on se retrouve chez soi et on apprend, on découvre des nouveaux usages, on découvre des nouvelles applications, on explore ces applications, on est à la fois connecté et non connecté au système d'information. Donc tout ça fait qu'il est important, il est essentiel de mettre en œuvre des gestes simples, des gestes barrières. Le premier problème, il se situe entre l'écran et la chaise.
on peut faire tout ce on peut mettre toute la technique qui va bien. Si les utilisateurs n'ont pas le bon comportement ou se posent pas les bonnes questions, ils vont écrouler toute la chaîne ou toute la protection mise en place par l'entreprise sous l'angle technologique. C'est un peu comme une maison. Si vous mettez une porte blindée, que vous mettez des barreaux aux fenêtres et des volets, et que quand vous partez le matin, vous laissez la porte ouverte ou une fenêtre ouverte, au final, tous ces moyens de protection ne servent à rien parce que vous avez eu un mauvais comportement. Et donc, le côté humain dans cette crise est essentiel. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser les bonnes questions, il faut se méfier des messages que l'on reçoit, que ce soit d'origine inconnue ou inattendue, que ça soit lié sous le couvert du Covid ou sur autre chose. On ne télécharge pas d'applications à partir de sites dans lesquels on ne va pas avoir confiance. On applique les mesures de sécurité, les mises à jour de sécurité, qui sont soit les mesures de sécurité qui sont recommandées par l'entreprise, soit les mises à jour qui sont proposées par vos postes de travail, par vos téléphones portables. Il faut former et sensibiliser les collaborateurs. Donc, dans le cadre des dispositifs d'accompagnement aux entreprises mis en place par l'État, avec typiquement les activités partielles, le chômage partiel, les gens aujourd'hui qui sont au chômage partiel en activité partielle peuvent se former. Et la formation est prise en charge dans une certaine limite par l'État. Je crois à hauteur de 1 500 €, et au-delà de 1 500 €, il faut demander une prise en charge particulière. Donc il faut Ça, former c'est et excuse-moi, du sensibiliser. coup, Ouais. ça, la formation à la cybersécurité, c'est une mesure qui existe, et l'État offre En fait, une l'État permet à toute personne dans l'entreprise en chômage partiel de se former OK. à n'importe quel Ouais. sujet. Donc, il faut profiter de ce dispositif pour aussi former le personnel sur la sécurité. Et de la même OK. façon, comme les personnes sont chez eux, l'organisation du travail est très différente, il y a plein de choses qui ont changé. Il faut qu'ils prennent le temps de se former, de se sensibiliser. Il y a plein de moyens, de dispositifs qui sont mis en place. Typiquement, avec BC, on a lancé une initiative, on offre un accès à une plateforme de e-learning sur des modules de sensibilisation, et c'est des modules qui durent 10 minutes et qui permettent aux entreprises et aux collaborateurs des entreprises d'avoir le bon comportement. Comment je dois réagir si je suis face à une tentative de phishing, comment je dois sécuriser mes mots de passe. De temps en temps, quand on parle de mots de passe, on a le sentiment d'enfoncer une porte ouverte. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un des premiers vecteurs d'attaque. Pourquoi? Parce que les personnes, les individus, ne se posent pas les bonnes questions ou pensent que ils sont pas ciblés, que ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, ils sont capables d'aller se créer, par exemple sur LinkedIn ou sur une application personnelle, un compte avec l'adresse mail et le mot de passe professionnel. Et donc, si on prend LinkedIn, LinkedIn a fuité. Ou si on prend Zoom, par exemple, Zoom, il y a une grosse fuite d'informations, donc avec tout ce qui est visio, forcément, les attaquants vont être en possession du login et du mot de passe, et pour eux, ça va être simple de s'introduire dans le système d'information. Ils vont tester, et comme en règle générale, l'utilisateur il va utiliser le même login et le même mot de passe sur une application perso que celui qui l'utilise sur une application professionnelle, parce qu'il n'a pas trop envie de s'ennuyer, et que retenir beaucoup de logins et beaucoup de mots de passe, c'est compliqué, forcément, l'attaquant il va rentrer avec les clés. Donc, il ne sera pas détecté. Donc voilà, tout ce qui est gestes barrières, tout ce qui est bonne pratique, donc tout ce qui s'appuie sur une sensibilisation et une formation des collaborateurs est essentiel dans la situation qu'on traverse. Et nous, ce que l'on voit, ce sont les inquiétudes d'un certain nombre d'organisations ou un certain nombre de sociétés. France Digital accompagne des startups. Donc nous, on travaille avec des investisseurs. Les investisseurs mettre de l'argent dans des entreprises. Et aujourd'hui, le risque cyber est le premier risque qui pèse sur une entreprise. Un incident de sécurité peut mettre par terre une entreprise. On prend Lise Charmel, qui a subi une cyberattaque en fin d'année 2019. Depuis le mois de février 2020, elle est en redressement judiciaire du fait de la cyberattaque. On prend Travelex, qui est une très très grosse entreprise. Ils ont subi une cyberattaque. Ils ont eu du mal à se relever de cette cyberattaque. La cyberattaque plus le Covid fait que la valeur de l'action en bourse a chuté de plus de 80% et l'entreprise aujourd'hui est en vente. Donc, OK.
une cyberattaque liée au Covid, ça peut avoir un impact considérable. Donc, les investisseurs mettent en place des observatoires pour monitorer leur participation, voir le niveau de maturité d'une participation en termes de prise en compte des bonnes pratiques cyber. Donc, les banques, de la même façon, la CNIL, de la même façon, les entreprises qui manipulent des volumes importants ou des gros volumes de données à caractère personnel, un incident de sécurité sur une entreprise, et ça peut être une start-up qui a une très bonne idée, qui s'appuie sur des technologies cloud et qui va faire de l'acquisition de clients, qui ne va pas forcément se poser toutes les bonnes questions en matière de sécurité. En cas d'intrusion, donc elle peut mettre à mal un grand nombre d'individus et de citoyens européens. Et donc, que ce soit la CNIL, que ce soit l'ANSSI, que ce soit Cybermalveillance, qui fait énormément de communication, que ce soit l'ANSSI, donc ça je l'ai déjà dit, que ce soit les investisseurs, on a une recrudescence et on a une inquiétude, et donc des dispositifs qui se mettent en place de leur côté pour essayer de mesurer l'impact et les risques qui pèsent sur les entreprises et de manière générale pour l'investisseur de sécuriser son investissement. Merci beaucoup, c'est hyper clair. J'ai pris quelques notes à l'écrit, comme ça il n'y a pas de risque de cyber-attaque de mon papier. J'avais quelques questions. Est-ce qu'aujourd'hui on connaît à peu près le taux d'équipement des entreprises françaises? C'est peut-être une colle, hein, donc je préfère... voilà. Est-ce qu'on connaît le taux d'équipement des entreprises françaises au regard des matériaux de cybersécurité, des logiciels, etc. Comment ça se passe concrètement? Peut-être que c'était ce dont tu allais parler après, Christophe, je ne sais pas. Ouais, alors, effectivement, c'est une question où la réponse est compliquée. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle le CESIN, donc qui regroupe un certain nombre de RSSI et on va dire de personnes en charge de la sécurité et de l'information au sein des entreprises. Principalement, c'est du CAC 40, SBF 120, 250. Et ils ont sorti fin d'année, en début d'année, un baromètre. Je pourrais vous le transmettre et vous pourrez le circulariser donc auprès des adhérents de France Digital. Et effectivement, on a des statistiques et des informations, des indicateurs sur cette question, mais qui touchent peut-être une cible d'entreprise assez grande, enfin des entreprises d'une certaine taille. Par contre, ce que nous on a pu voir dans le cadre de la mise forcée en confinement des collaborateurs et en télétravail pour des collaborateurs pour les entreprises, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui n'étaient pas prêtes, et qui n'étaient pas prêts déjà à offrir ces usages à l'ensemble de leurs collaborateurs et donc du coup à sécuriser ces usages. Et c'est pour ça que il y aura, j'en suis convaincu, comme on va démarrer le déconfinement en France à partir du 11 mai, un déconfinement progressif, il y aura aussi un déconfinement en matière de cybersécurité. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on regarde ces usages, les nouveaux usages, est-ce qu'on les a bien sécurisés? Est-ce que derrière, on n'a pas été victime d'intrusion? Est-ce qu'il n'y a pas des preuves ou des indices de compromission sur nos systèmes d'information? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les entreprises n'avaient, pour un grand nombre, et c'est d'autant plus vrai pour des sociétés de taille intermédiaire qui avaient pas pris forcément le virage du cloud et qui avaient l'infrastructure chez eux. Donc, quand on est dans le cloud, on a peut-être c'est peut-être plus simple à proposer du télétravail, à ouvrir son système d'information vers l'extérieur, mais il ne faut pas le faire au détriment de la sécurité. Donc, pour répondre de manière très directe à la question, je vous donnerai les chiffres, je les ai plus en tête sur des grandes entreprises, mais de manière générale, on a quand même pu observer que la préparation ou que la maturité des entreprises, quelle que soit leur taille, donc à faire face à cette nouvelle situation, donc aux nouveaux usages dans une démarche de sécurité, était quand même relativement faible. Et c'est pour ça que dans le cadre du déconfinement, il y a un certain nombre de chantiers qui vont se mettre en œuvre. Pour ceux qui n'avaient pas pris le virage du cloud ou qui n'avaient pas pris le virage du digital, je pense qu'ils vont prendre ces deux virages et avec une sécurisation et une sécurité accrue de ces nouveaux usages et des nouveaux dispositifs qu'ils vont proposer et mettre en œuvre pour permettre ce télétravail. Parce qu'il est fort probable, malheureusement, que cette situation qu'on vit aujourd'hui, dans les mois, dans les années qui viennent, se reproduisent. Donc, autant s'y préparer. Très bien, merci. Thomas nous pose une question. Est-ce qu'il vaut mieux privilégier des méthodes d'authentification de type Zero Trust
plutôt que des solutions VPN, RDP? Alors, aujourd'hui, le Zero Trust, c'est quelque chose où, en gros, on construit la stratégie de sécurité ou de protection en étant indépendant de l'infrastructure. Et le côté solution VPN et RDP, c'est tout ce qui permet la prise de main à distance. Donc, qui sont des méthodes beaucoup plus classiques, et donc, qui dit plus classique, massivement déployées, et c'est principalement le VPN, donc tout ce qui est Virtual Private Network, ou la prise de main à distance avec le RDP, ou du virtual desktop, donner la capacité à un collaborateur d'avoir son poste de travail de manière virtuelle. C'est principalement aujourd'hui ces environnements qui sont déployés au sein des entreprises, sur lesquels il va falloir mettre en œuvre de la sécurité. Et donc, vis-à-vis du Zero Trust, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui va être compliqué, enfin, ça va être compliqué à mettre en œuvre sur certaines typologies ou sur certains types d'entreprises. Donc, aujourd'hui, je pense que si on démarre ou si on n'a rien fait, ou si le Zero Trust, les méthodes d'authentification type Zero Trust sont une bonne chose. Par contre, pour ceux qui sont sur des environnements plus classiques, type VPN, RDP, VDI, sur la partie virtuelle desktop, il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils sécurisent leur application et leur système d'information vis-à-vis de l'extérieur. Donc, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut, dans les deux cas de figure, prendre en compte la sécurité, se poser les bonnes questions, se définir une stratégie et l'appliquer de manière correcte. Et typiquement, j'ai des entreprises qui vont dans le cloud, qui vont sur du Azure, sur du AWS, du Amazon, ou sur du Google ou du OVH. Quand on travaille non pas sur de l'infrastructure, mais sur de la plateforme as a service ou sur du software as a service, effectivement, le système, enfin tout ce qui est authentification type Zero Trust fait sens. Pour autant, ce sont des nouveaux usages, c'est des nouveaux modes de fonctionnement, et il faut s'accompagner, ou il faut se poser les bonnes questions pour sécuriser correctement ce type d'environnement. Merci, c'est très clair. Tu avais commencé à évoquer un peu les inquiétudes et les différents enjeux. Le sujet investisseur nous intéresse pas mal chez France Digital parce que, en plus d'avoir 1500 startup membres, on a aussi une centaine de VC. Donc, je pense qu'ils seront assez sensibles à ce que tu as dit. Est-ce que du coup, on a une estimation, j'imagine que ça doit être compliqué, mais est-ce qu'on a une estimation des pertes financières liées aux différentes attaques qui ont lieu? Si on prend ceux qui sont cités dans la planche, et sur des informations publiques, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas publiques. Altran, par exemple, a payé une rançon de 20 millions d'euros. D'accord. Donc, et ça, c'est en gros, c'est la rançon. Ils avaient le système d'information qui était bloqué. Donc tout ça, tout ce que je dis, bien évidemment, c'est dans la presse. Et donc ça ne mesure pas le coût direct ou le coût indirect lié à la cyberattaque. Alors, ouais. Olivier, je vais te contredire, parce que ce qui est dans la presse sur Altran, c'est qu'effectivement Altran a bien payé une rançon, mais de 1 million, et que la perte affichée par Altran dans les premières semaines qui ont suivi l'attaque était un coût direct d'au moins 25 millions. Donc ça, c'est une information officielle donnée par Altran. Altran avait communiqué quasiment dans le mois qui a suivi l'attaque. Par contre, c'est vrai que la facture finale pour Altran, pour l'instant, est inconnue, puisque Altran a cessé de communiquer par la suite. Ce qui est le cas aussi de nombreux groupes. Je veux dire qu'en matière de communication, il n'y a pas de vérité. Je crois que Florie Michon l'a fait de manière assez transparente. C'est vrai également pour Eurofins, pour d'autres. Mais le sujet de la quantification est un vrai sujet. Et typiquement, Eurofins, le coût, ils ont subi une cyberattaque en juin 2019. Le coût de cette cyberattaque dans les résultats de l'entreprise, c'est 69 millions de résultats. Donc, et ça, effectivement, pour certains communiquent, d'autres ne communiquent pas. Mais c'est en ça que, vis-à-vis des investisseurs, les investisseurs se disent, une entreprise, certes, qui a une bonne idée, qui a le bon positionnement, et qui capitalise et qui s'appuie sur du digital, une cyberattaque peut mettre à mal une entreprise. Donc, peut du coup impacter la valorisation de l'entreprise. Et donc, forcément, un investisseur est inquiet, ou
commencent ou se posent, enfin les investisseurs de manière générale, se posent de plus en plus la question de ce risque cyber, qui fait partie, encore il y a 10 ans, c'était un risque qui était dans le top 10 ou le top 15 des risques, et en 2020, certains le mettent en numéro 1, je veux dire, pour une entreprise, ou à minima dans le top 3 des risques qu'une entreprise doit adresser. Parce que ça peut complètement coucher une entreprise en cas de cyberattaque. Hein. On voit Travelex, on voit Charmel, Je on voit comprends. Bouygues Construction, qui sont des grands comptes, hein, Oui, des tout à moyens. fait. Du coup, je me pose la question, quand j'entends parler d'investisseurs et de grands comptes, quand on voit ce qu'a fait Airbus en se plaçant comme chef de file, pour forcer et inciter, si je peux dire ça comme ça, ses fournisseurs, ses sous-traitants à adopter des normes de cybersécurité. Et donc, en se plaçant comme chef de file, en établissant la norme et en les incitant à adopter les mêmes. Et donc, comme ça, l'idée étant que toute la chaîne de valeur est protégée, ou en tout cas fonctionne sur les mêmes normes. Est-ce que ça peut être, enfin, est-ce que vous trouvez pertinent qu'on applique le même raisonnement pour des investisseurs qui investiraient dans des boîtes, c'est-à-dire qu'on pourrait essayer d'inciter les investisseurs à se placer comme chef de file. Et si c'est pas dans le rôle des investisseurs, est-ce que ça doit être le rôle de l'État en déterminant quelques secteurs ou quelques chefs de file qui pourraient comme ça porter pas la responsabilité, mais en tout cas inciter fortement les parties prenantes à adopter des normes communes. Alors, ce qu'on voit se dessiner par rapport à tout ça, c'est l'émergence entre guillemets, d'agences de notation cyber. Donc, et donc ces agences de notation, aujourd'hui, quand on est une entreprise, qu'on veut travailler avec un grand compte, ben, forcément, le grand compte, avant de vous référencer et de vous confier des projets, il va acheter des notes à la COFAS sur la solvabilité financière. Et donc, ben, demain, en fait, il achètera aussi des notes sur la posture ou sur la maturité cyber d'une entreprise. Pourquoi? Parce que une entreprise, à un moment donné, peut s'interconnecter ou peut se connecter sur le système d'information du client. Et donc, une compromission du fournisseur peut avoir un impact direct sur le client. Et donc, du coup, en fait, on voit on voit arriver des agences de notation. Donc, que ce soit donc pour vendre des notes sur une posture ou sur un niveau de maturité cyber vis-à-vis d'une entreprise. Nous, typiquement, au sein d'Allemande, on a développé une plateforme de service, un produit qui s'appelle le Security Rating. Et c'est sur ce Security Rating où, en fait, à la base, c'était quelque chose qu'on avait créé et qu'on avait monté à la demande des assureurs dans le cadre d'assurance cyber et de souscription à une assurance cyber. C'est-à-dire que au lieu que l'assureur pousse des questionnaires à une entreprise et récupère des informations qui seront autodéclarées ou par l'entreprise, ben là, pour le coup, en fait, on va donner une note, on va collecter de l'information publique, on va analyser cette information et on va la valoriser sous l'angle cybersécurité. Et ça donnera une information tangible et factuelle du niveau de maturité de l'entreprise. Donc, et cet outil qu'on avait développé pour les assureurs, on a vu donc arriver le cas d'usage des investisseurs, avec de plus en plus, on a nous comme clients de plus en plus d'investisseurs qui ont mis en place des observatoires de cybersécurité sur leur portefeuille, sur leur participation minoritaire, majoritaire, et qui démarrent en gros sur des évaluations non intrusives et sans forcément demander l'autorisation. Donc, parce qu'on est sur la collecte d'informations publiques donc, à la participation, et en fonction du niveau de maturité et d'exposition et de la note, permettre à l'investisseur de rentrer de plus en plus dans le détail et d'aller en fait demander à sa participation de se justifier sur la bonne prise en compte ou sur la bonne méthode, enfin la bonne stratégie de cyberdéfense qu'elle a pu mettre en œuvre. On le voit aussi sur des grands comptes qui, au lieu d'envoyer des questionnaires à leurs fournisseurs, de la même façon, vont mettre en place du rating et vont faire du contrôle continu avec une réactualisation de la note sur leurs fournisseurs ou leurs prestataires essentiels. Et donc c'est vrai sur les assureurs. Et donc, la CNIL, par exemple, le travail regarde ce type de solution parce que c'est des solutions qui vont collecter encore une fois de l'information publique sur Internet et donc la catégoriser et démontrer une posture ou
un niveau de maturité de l'entreprise en termes de prise en compte de bonnes pratiques cyber. Et typiquement, la CNIL se dit, si dans le cadre de ces contrôles ou de ce rating, je me rends compte que sur un secteur d'activité ou sur une typologie d'entreprise ou sur une région, il n'y a pas le bon niveau de maturité, on va pouvoir diligenter des contrôles. De la même façon, l'AMF aussi commence à réfléchir à ça vis-à-vis des CGP, en gros des sociétés d'investissement, qui ont en portefeuille des sociétés, quoi. Ouais, pour compléter les propos d'Olivier et répondre à votre question, en termes de donneurs d'ordre aujourd'hui, on a quand même, j'allais dire, une forte présence de l'ANSSI et qui est force de proposition et d'impulsion, notamment parce qu'on a les OIV, déjà, les grandes entreprises françaises, organisations d'importance vitale, étendues avec la loi de programmation militaire aux OSE, aux opérateurs de services essentiels. Donc, on a déjà, j'allais dire, un tissu économique assez large qui est concerné par, j'allais dire, l'application de politiques de cybersécurité de bon niveau. Et au-delà de ça, et on le voit nous de plus en plus vis-à-vis de nos clients, des entreprises, quelle que soit leur taille, des donneurs d'ordre, leurs clients principaux, s'intéresser beaucoup plus aujourd'hui qu'hier, effectivement, à leurs investissements, à leur niveau de protection cyber, et même leur demander aujourd'hui de s'assurer contre ce risque-là. Donc, certains de nos clients aujourd'hui souscrivent, vont vers l'assurance cyber, non pas parce que ça relèverait simplement d'une simple, j'allais dire, démarche personnelle, démarche de bon sens, mais poussée par des grands donneurs d'ordre qui leur demandent d'avoir cette sécurité-là. D'accord. Très clair. Sur le sujet de l'équipement, et après on va passer au sujet assurance. Donc dernière question sur le sujet de l'équipement. Donc pour inciter une boîte à adopter une protection cyber, j'imagine que ça nécessite un certain investissement, ça nécessite du conseil. Est-ce que vous estimez que c'est, nous, ce à quoi on réfléchit, je vous donne ma pensée, chez France Digital, on est donc un lobby, et l'aspect cybersécurité, on l'a targeté comme étant un sujet majeur quand on réfléchit au monde d'après, qui sera nécessairement un monde numérique. On veut aussi que ce soit un monde numérique et protégé et sécurisé. Et donc, du coup, l'idée, c'est que pour permettre à des startups qui n'ont pas forcément un énorme budget pour être forcément ratées ou autre, je comprends que ça peut être une solution et ça peut d'ailleurs être une des exigences de leurs investisseurs et de leurs futurs investisseurs. Mais pour s'équiper, est-ce que les dépenses sont des dépenses de logiciels? Est-ce que c'est des dépenses d'audit et de conseil? Est-ce que ça passe par comme peut-être Allemande, une boîte de consulting qui fait un suivi au jour le jour? Quels sont les gros postes dépenses d'une start-up qui veut être cyber sécurisée? Alors, par rapport à ça, ce qu'on voit et ce qu'on observe vis-à-vis des entreprises de manière générale et des startups avec des offreurs comme OVH, comme Amazon, comme Google ou Microsoft, c'est que aujourd'hui, ce qui peut être proposé par ces offreurs va permettre à une entreprise sur de la souscription de services d'implémenter et de mettre en œuvre un bon niveau de sécurité. Donc, on achète un service, on n'achète pas de l'infrastructure, on n'achète pas de logiciel, et il faut que vis-à-vis de ces sociétés-là, de ces offreurs, on soit en capacité de mettre en place une stratégie de sécurité. On a vu, par exemple, si on prend Microsoft avec Microsoft Teams, aujourd'hui, qui permet de faire du collaboratif, qui permet de faire de la visio, qui permet de mettre en place des projets d'équipe, donc de stocker de la donnée. Microsoft propose, dans le cadre des abonnements auxquels les entreprises souscrivent, un certain nombre de moyens qui vont permettre de sécuriser la donnée, de mettre en place une stratégie de sécurité. Pour autant, il faut le savoir. Donc aujourd'hui, pour une start-up, une startup est tout à fait capable de mettre en place une infrastructure et une stratégie à moindre coût au travers des abonnements qu'elle a déjà souscrits. Pour autant, faut qu'elle sache le faire. Et donc, par rapport à ça, soit effectivement, elle a des sachants en interne qui ont une maîtrise, une bonne connaissance de ces offres et des différents offreurs, ou tout au moins de l'offreur qui a été sélectionné au sein de la startup, soit
En fait, on cherche, on se fait conseiller, on se fait accompagner. Et donc, la part de conseil et d'accompagnement dans la réflexion est importante. Donc, tant que faire se peut, vaut mieux se poser les bonnes questions dès la conception. Quand on parle de RGPD, on parle de Security by Design, Privacy by Design et Security by Default, pardon. Quand on met en place un système d'information qui s'appuie sur du cloud, sur des technologies cloud, que ce soit encore une fois du Microsoft, de AWS ou du OVH, il faut soit avoir une bonne connaissance des environnements, soit se faire accompagner. Donc le côté conseil peut être intéressant et peut permettre de gagner du temps. Une fois que l'entreprise a mis en place son système d'information, je pense, et moi je conseille fortement mes clients et nos clients de manière générale sur le sujet, il faut faire du crash test. Il faut se mettre en situation. Donc il faut demander à des spécialistes de faire du test d'intrusion et d'essayer de rentrer. Vaut mieux que ça soit quelqu'un qu'on a mandaté, qu'on a missionné, qui essaye de rentrer et qui arrive à rentrer, que quelqu'un qu'on n'a pas missionné et qui du coup va mettre à mal l'entreprise et va créer un précédent peut-être assez considérable. Il faut savoir que donc on a à peu près 25 hackers chez nous. On fait plusieurs centaines de tests d'intrusion par trimestre. On travaille sur tout secteur d'activité, toute taille de boîte confondue. 9 fois sur 10, on arrive à l'objectif. Et qu'on soit un grand compte ou qu'on soit une petite entreprise. Et il faut partir du principe que l'attaquant, c'est un gros feignant. Donc il ne va pas essayer de défoncer la porte blindée, quoi. Donc, il va passer par l'utilisateur. Et donc, par rapport à ça, le contrôle est quelque chose d'essentiel. La conformité est quelque chose d'essentiel. Donc, il faut trouver les bons partenaires, les bons fournisseurs en fonction de sa maturité, en fonction de sa stratégie, de ses enjeux et de ses moyens. Donc, ça peut être soit en conseil, en accompagnement, soit en contrôle. Ça peut être aussi dans une démarche de mise en conformité. Typiquement, nous, on se rend compte de plus en plus que des entreprises qui font du digital ou qui poussent des offres sur Internet, qui stockent des gros volumes de données à caractère personnel, aujourd'hui, si ces entreprises ne sont pas ISO 27001 ou n'ont pas un certain nombre d'agréments ou de certifications, vis-à-vis de leurs clients, ça devient problématique. Donc, quand on s'appuie sur une offre cloud, qu'on va chez Microsoft ou chez OVH, les data centers, en règle générale, ils ont les bons niveaux de certification. Donc, si on opère le service et qu'on est autonome, il faut se mettre dans une démarche pas forcément, il ne faut pas être certifié ISO 27001, mais sur l'infogérance, il faut se mettre dans une démarche de certification ISO 9001. Et si on confie à un tiers, à un partenaire, les opérations, il faut s'assurer que ce partenaire a les bons agréments et les bonnes certifications. Donc, il y a toute une stratégie, toute une démarche autour de la cybersécurité. Ça se construit vraiment à tous les niveaux. Et donc, forcément, une société comme Almonde ou des confrères où nous sommes, nous, spécialistes du sujet, on va permettre à l'entreprise, à la start-up, de gagner du temps et de se poser les bonnes questions. Très bien, c'est hyper clair. Du coup, si je dois retenir une chose, moi, ancienne avocate fiscaliste, c'est que si on doit avoir peur d'une chose, ce n'est plus de l'inspecteur des impôts qui rentre dans l'entreprise, c'est plutôt du hacker qui aura 9 chances sur 10 d'aboutir sur un hack. Je pense que c'est les deux, mais effectivement, le hacker peut être devant vis-à-vis de l'inspecteur des impôts. Exactement. Du coup, on passe au sujet de l'assurance. Comment essayer de prévenir le risque ou en tout cas l'assurer. Donc, Christophe, je t'en prie. Très bien. Donc, quelle place a l'assurance effectivement dans ce panorama un peu inquiétant que vient de décrire Olivier? En fait, très clairement, l'assurance n'est pas une solution aux problèmes de sécurité. L'assurance est un maillon qui va participer à ce qu'on appelle communément et très justement la cyber-résilience de l'entreprise. En fait, quels sont les enjeux compte tenu des risques qui ont été décrits? C'est de constater que malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec ce risque, que ce risque, il est évolutif et que les investissements qui sont faits aujourd'hui ne dispensent pas des investissements à faire demain. Donc voilà, donc on est sur un sujet récurrent. La menace évolue, le risque prend une place de plus importante, tout simplement parce que voilà, on est dans l'ère de la digitalisation, de la numérisation, de l'usine 4.0. Et donc sans système d'information, on est juste incapable de fonctionner, incapable de générer une activité. Donc une fois qu'on a effectivement intégré cet environnement, la question est de se dire si demain je suis victime d'un incident cyber significatif, l'enjeu majeur va être
effectivement d'être en capacité de répondre rapidement et de se remettre le plus rapidement possible. On va avoir un facteur temps. Donc, d'où tous les enjeux d'investissement en cybersécurité pour faire en sorte d'être, j'allais dire, le moins vulnérable possible. Mais ceci étant, quand on voit la liste des victimes qu'a rappelé Olivier de Boîte, qui avait très certainement largement investi et des compétences pour se mettre à niveau, quand on voit de la manière dont elles ont été touchées, Altran, c'est l'arrêt des activités dans 34 pays. Donc voilà, c'est à peu près le seul risque qui est susceptible d'impacter mondialement un groupe sur l'ensemble de ses filiales. Même un risque événement naturel n'est pas en mesure d'avoir de tels impacts. Donc le sujet, c'est comment faire en sorte de pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Donc tout ce qui va être organisation en amont, plan de gestion de crise, plan de continuité d'activité, plan de reprise d'activité, ça n'a rien à voir avec l'assurance, mais voilà, c'est de la prévention du risque, c'est extrêmement important, va participer à cette cyber-résilience. Que vient faire l'assurance? L'assurance est une brique complémentaire qui va tout simplement être là à deux niveaux. La première, des mesures d'accompagnement. Je peux vous dire qu'un client, qu'une entreprise aujourd'hui qui arrive le matin et qui constate que les écrans sont noirs, que les systèmes d'information ne fonctionnent plus, on a coutume de dire que c'est pas une gestion de crise, c'est d'abord un mode panique. C'est comprendre ce qu'il se passe, s'interroger du pourquoi est-ce qu'on aurait été attaqué, et la question qui vient derrière, c'est il va falloir redémarrer. Sauf que vous avez une inconnue, vous ne savez pas, et vous ne pouvez pas forcément savoir rapidement dans combien de temps vous allez pouvoir redémarrer. Est-ce que vous redémarrez dans 3 heures, demain, ou est-ce que vous êtes encore planté pendant une semaine, 15 jours? Et ça va créer une situation de stress importante. Il va falloir effectivement s'entourer de prestataires qualifiés en forensique, en investigation numérique, comprendre ce qu'il se passe et de faire en sorte que si l'on redémarre, on va redémarrer dans des conditions les plus optimum possibles. Ce qui veut dire, par exemple, qu'il ne s'agit pas, à l'issue d'un incident cyber, de se ruer sur une sauvegarde pour tout de suite réinstaller la sauvegarde. Voilà. Certains, j'allais dire, l'ont fait à leur détriment, puisqu'il s'est avéré que les sauvegardes étaient elles-mêmes, j'allais dire, compromises, et quand vos sauvegardes plus vos systèmes centrales sont compromis, en termes de continuité d'activité ou de restauration des informations, c'est un vrai sujet. Donc, l'assurance va permettre effectivement la mise à disposition, en tout cas la prise en charge, le conseil, l'accompagnement de l'ensemble des prestataires qui vont devoir être associés à la crise dans des délais extrêmement courts. L'assurance va faire quoi? Va être en support pour éventuellement recommander ou approuver des prestataires informatiques, s'intéresser aux questions, j'allais dire, autres que l'informatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sujets, si on est dans le cadre du GDPR de fuite de données personnelles, peut-être qu'on va avoir besoin du support d'un avocat spécialisé en droit numérique. On peut avoir un sujet, et on aura des sujets de communication, comment communiquer vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis de la presse en général, parce que si l'information fait le buzz en termes d'atteinte à l'image, d'atteinte à la réputation d'entreprise, on a quand même des sujets majeurs à traiter. Et ensuite, il va falloir effectivement reconstruire, engager des frais, et on voit bien que ces mesures immédiates et rapides à prendre vont très vite prendre des proportions en termes de coûts et d'impact financier qui vont être importants. Et le temps de retrouver un niveau d'activité normal, c'est un temps où l'entreprise va voir ses activités totalement ou partiellement interrompues, et suivant son modèle économique, si elle ne vend plus, si elle ne fabrique plus, il est clair que ça se traduit par une perte de chiffre d'affaires. Donc l'assurance interviendra dans ce second temps de prendre en charge ce qu'on appelle des pertes d'exploitation. C'est une assurance de perte d'exploitation sans dommage qui n'est pas couvert par les polices traditionnelles, et c'est tout le débat qui agite actuellement le monde de l'assurance, où l'assurance, j'allais dire, explique que les pertes d'exploitation sans dommage, c'est le cas d'après la pandémie, c'est pas couvert par une police multirisque classique. L'assurance cyber, par exemple, a vocation à intervenir à la suite d'un arrêt d'activité parce que le système d'information ne fonctionnerait plus alors qu'on n'a pas eu de dommage, on n'a pas eu d'incendie en tant que tel. Donc, de l'accompagnement très court terme pour faire en sorte que le rétablissement soit le plus, j'allais dire, le plus efficace, le plus rapide possible, et pour que le coût, au final, reste dans des limites, j'allais dire, acceptables. Donc, l'assurance est vraiment une brique de cette cyber-résilience d'accompagnement
Et pour certaines entreprises, TPE, PME, ETI, c'est même un gage de survie. Quand vous avez des sinistres qui potentiellement peuvent coûter quelques millions, dizaines de millions d'euros, sans assurance, il faut le financer sur les fonds propres de l'entreprise. D'où l'inquiétude des investisseurs. Donc l'assurance, voilà, participe et accompagne justement à la couverture de ce risque, qui est loin d'être marginal. Et si je veux prendre simplement juste une illustration, que chacun se projette sur la probabilité demain que son entreprise soit totalement détruite par un incendie ou tout simplement victime demain d'un incident cyber significatif. Généralement, on considérera, parce que l'environnement est ce qu'il est, qu'on a quand même plus de chances dans les 10 ans qui viennent d'avoir à subir un incident cyber significatif qu'un incendie total venant détruire l'intégralité de ces sites de production ou d'un site de production. Ok, c'est très clair. Quand on est une entreprise et qu'on veut adopter comme ça une assurance cyber, est-ce que vous avez des exigences en termes de standards minimum d'adoption de cybersécurité au sein de l'entreprise? Alors, je rappellerai un point, nous sommes conseil en assurance, c'est-à-dire que nous participons avec nos clients à identifier leurs risques et à transférer leurs risques auprès des assureurs. Donc, nous n'avons pas d'exigences particulières. Il s'agit effectivement de voir dans quelle situation est l'entreprise, quel est son niveau de maturité. Et effectivement, l'assureur aura, ou les assureurs ont chacun leur propre niveau d'exigence pour accepter, tarifer et proposer donc une solution qui soit adaptée. Ceci étant, on voit depuis quelques mois et au moins 2 ans ce niveau d'exigence augmenter. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler les règles de base d'hygiène de sécurité recommandées par l'ANSSI vont être, j'allais dire, le minimum requis pour effectivement être éligible à l'assurance et au moins d'avoir, j'allais dire, une politique de gestion des mots de passe. C'est des choses assez simples. La gestion, un bon encadrement de la gestion des droits d'administrateur, d'avoir des sauvegardes régulières, d'être à minima, j'allais dire, en conformité GDPR sur la sécurisation des données personnelles, contrôle de ses sous-traitants. Donc voilà, donc c'est des règles de base, des règles, j'allais dire, de gestion de bon père de famille, mais des conditions indispensables pour qu'un assureur s'intéresse à un dossier. Ok. Très bien. Écoutez, merci. De mon côté, j'ai fait un peu le tour des questions. J'ai l'impression que tout le monde, on a dû couvrir l'ensemble des sujets. Donc, je vous remercie. Est-ce que avant de mettre fin à ce webinaire, est-ce que Olivier, tu voulais rajouter quelque chose, ou Christophe? Par rapport à ce que dit Christophe, je pense que l'assurance cyber est quelque chose d'essentiel et j'ai envie de dire d'obligatoire pour une entreprise, quelle que soit sa taille, parce que quand on est confronté à un incident de sécurité et que quand on doit s'entourer rien que de prestataires qualifiés, ou qu'on doit monter un dossier pour aller défendre sa cause vis-à-vis, par exemple, de la CNIL dans le cadre de l'incident et d'une fuite de données à caractère personnel, quand on n'est pas assuré sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui peut être assez grave en termes de conséquences. Donc pour moi, un dirigeant d'entreprise, dans le contexte actuel, l'assurance cyber, c'est pas du nice to have, quoi. C'est une obligation. D'accord, ouais, c'est très clair. Et d'ailleurs, oui, du coup, le profil d'entreprise que vous voyez passer chez BC, c'est un peu toutes les tailles, et qui adopte des assurances cyber, c'est un peu toutes les tailles, un peu tous les secteurs? Alors, toutes les tailles et tous les secteurs. Les grandes entreprises ont été les premières à s'assurer. Généralement, soit parce qu'elles sont OIV ou SE, soit sous la contrainte, j'allais dire, de leurs dirigeants. Il était plutôt de bon ton de disposer d'une assurance que d'avoir à constater le jour du sinistre que rien n'avait été fait. Donc, un petit peu par la force des choses. Alors, le taux d'équipement est assez faible. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Je n'en reprendrai aucun parce que je pense qu'ils ne sont pas fiables et qu'on n'a pas de base de données permettant de certifier que tant de pourcents d'entreprises seraient assurées. Le sujet central, et il vaut sur la partie cybersécurité qu'a développé Olivier, et il vaut pour l'assurance, au-delà de la prise de conscience, c'est
de pouvoir se projeter en matière de cyber dans sa propre organisation. Je pense que la cybersécurité, c'est un domaine de compétences. Il faut être humble sur son niveau de maturité. Et généralement, les entreprises pêchent par excès d'optimisme ou par naïveté sur je vais dire, la force ou l'étendue de la menace. Donc, quand on est dans ces situations-là, l'assurance apparaît comme quelque chose d'accessoire, ou alors on s'estime tellement bien protégé, ou pas accessible, ou peu, en tout cas, pas ciblé, que l'assurance n'est pas forcément considérée. Donc, on a toutes les situations imaginables et possibles pour répondre à vos questions. C'est très clair. Ok, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux, Olivier, Christophe, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait cette présentation. Cette présentation sera de nouveau disponible en replay d'ici la fin de la journée. On mettra aussi en valeur votre présentation que vous avez que vous nous avez affichée aujourd'hui. Et Pauline, chez nous, est en train de rédiger un compte-rendu écrit de tout ce dont vous avez parlé. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir.